On veut tout, une émission présentée par Mathilde Vaccaro, coach et portraitiste thérapeutique. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Je suis enchantée d'animer cette émission On veut tout. Alors on veut tout, oui, famille, amis, amour, argent, santé, bref, comment trouver l'équilibre, comment ne pas se perdre, comment rester au centre. Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans cette émission. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un invité exceptionnel, un homme brillant, passionnant, une destinée digne d'un roman d'aventure. Il est expert et enseignant en PNL et en énéagramme. Je crois pouvoir dire qu'il est passionné par les gens, par les comportements et par les liens qui les unissent. Moi, j'adore ce garçon, je suis sûre que vous allez l'adorer aussi. Je vous présente Paul Pironnet. Bonsoir, Paul. Eh bien, bonsoir Mathilde et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Oh, je suis contente que tu sois là, t'imagines pas? Eh bien, écoute, moi aussi. Surtout que c'était un petit peu inattendu pour moi. C'est vrai. Et je trouve ça super de pouvoir partager ce moment avec toi maintenant. C'est un retour dans l'émission. Tu es venu il n'y a pas très longtemps sur cette antenne avec notre très chère Nathalie Lefebvre sur le podcast Amoureux. Absolument, j'ai passé aussi un moment très chouette. Tu as parlé d'amour, c'était passionnant. C'est vrai, c'est un thème qui me touche beaucoup et que je pense qu'il est tellement important de remettre en avant. Vraiment. Et c'est pas tout le temps qu'on te pose ces questions-là, c'est pas toujours que tu as la possibilité de t'exprimer sur l'amour. C'est vrai, en général... Je suis plutôt connu, moi, pour le côté un peu processus, procédurier, dans le cadre des structures d'outils PNL. Et puis là, depuis quelques temps, je me rends compte à la fois combien la structure, c'est chouette, mais si c'est pas investi véritablement d'un sentiment d'amour, on perd beaucoup. C'est un peu comme un arbre mort, quoi, en fait, en quelque sorte. Je pense que l'amour est là pour donner tellement de vie à la structure. Et c'est au final ce qui est le plus important. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de parler de l'homme un peu, parce qu'effectivement, on connaît pas mal l'expert en énéagramme, l'expert en PNL. On te connaît sous ce rôle voilà, que tu exerces avec brio, bien évidemment. Mais il y a quelqu'un d'extraordinaire en dessous qui a une vie fascinante. Donc, on sait que tu as grandi dans une communauté jusqu'à l'âge de tes 7 ans. Je connais ta vie par cœur, parce que d'abord, j'ai lu ton livre. Et de deux, on a eu l'occasion de beaucoup discuter. Et je t'écoute toujours avec attention, parce que je le disais dans l'introduction, c'est quand même digne d'un roman d'aventure que tu as écrit, du coup, parce que c'est extraordinaire d'être né dans une communauté dans le cœur du Larzac, à peu près. Absolument, une communauté basée sur des grands principes de non-violence. Voilà. Et plus qu'en faire une théorie, ce sont des gens qui en ont fait un art de vivre. Alors évidemment, moi, je m'en suis pas trop rendu compte enfant, mais pour moi, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que ce sont des racines en or, en fait, même si... Il y a à la fois évidemment des tas de choses qui sont magnifiques et puis il y a aussi des inconvénients. Moi j'ai lu un livre justement qui dit « Tout se joue avant 7 ans ». Tu connais ce livre? Absolument, absolument. Donc c'est bien possible, hein? C'est bien possible. Eh bien c'est vrai que je pense que cette vie communautaire, avec ses aspects à la fois positifs et parfois un petit peu moins positifs, mais en tout cas c'est surtout pour moi une assise qui a été très très importante et qui m'a permis peut-être de faire face à des difficultés qui sont apparues par la suite. Dans ma deuxième partie de vie, je vais dire entre 7 et 16 ans. Et je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais par la suite, notamment quand je suis revenu vers le développement personnel, j'ai retrouvé des principes qui sont fondateurs pour moi. Cette notion d'ouverture à la différence, par exemple. Cette notion de connexion véritablement à son identité, qui on est, pourquoi on est là, quel est le sens qu'on a envie de donner à sa vie. C'est des thèmes qui étaient très, très importants en fait pour les gens qui vivaient dans cette communauté, parce qu'il faut savoir encore une fois que vivre en communauté, c'est plus compliqué que vivre en société. On est tous les jours avec des gens qu'on n'a pas choisis. Alors moi évidemment j'ai un regard d'enfant, mais du coup le fait d'être au contact de gens qui avaient fait des vrais choix de vie, qui avaient parfois abandonné des postes particulièrement confortables, mais pour suivre quelque chose qui les animait de l'intérieur, qui donnait véritablement du sens. Je pense que cette connexion à ces gens-là, ça a dû vibrer à un niveau évidemment plus inconscient chez moi, et qui fait que quand je suis revenu vers le monde du développement personnel, il y a des choses qui m'ont parlé tout de suite très profondément, et du coup ça a orienté beaucoup ma vie, à la fois personnelle, mais aussi beaucoup sur le plan professionnel.
Alors justement, dans cette émission, j'ai bien envie qu'on parle d'équilibre, parce qu'effectivement, on veut tout. On veut des enfants, une vie professionnelle, gagner plein d'argent, de la sexualité, un couple dingue, de la passion. Bref, on veut tout. Aujourd'hui, c'est plus possible de choisir. Du coup, à 7 ans, tu es parachuté dans une cité relativement violente, voilà, dans des tours de cité. Donc, on peut parler d'extrême, c'est-à-dire que la communauté puis la violence d'un coup. Et aujourd'hui, ton travail a été de trouver l'équilibre dans ce parcours-là. Oui, alors, c'est deux opposés qui m'ont fait grandir. Pas tout de suite, hein, sur le coup, ça a été assez compliqué, parce qu'entre passer d'un environnement où on s'éclaire à la bougie, et puis moi, j'avais jamais vu une lampe s'allumer, enfin, je connaissais pas l'électricité, quoi. L'eau chaude. Oui, mais les étoiles, tu connaissais bien. Mais les étoiles, je connaissais. Et donc, du coup, c'est vrai que je dis souvent que si on me mettait dans un vaisseau spatial aujourd'hui, ça ferait à peu près la même différence, je pense. Et donc, du coup, après, il y a eu cet environnement qui a été compliqué, mais qui n'est pas arrivé tout de suite. C'est quand je me suis un peu confronté à cet environnement, notamment au cours de la première, deuxième, troisième année, où là, j'ai eu un environnement de cité, donc avec des jeunes, comme en plus je brillais pas forcément à l'école, et puis bon, ça va très vite, hein, on fait 2-3 petites bêtises, on est stimulé évidemment par les copains, et puis voilà, je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouaient aussi, parce que à cette période, ma mère est tombée malade, et est décédée 3 ans plus tard. Donc il y a eu des moments qui, je m'en souviens plus très bien, mais qui ont dû un petit peu travailler la partie préconsciente ou inconsciente. Voilà, donc le côté un petit peu opposé a probablement entraîné comme ça des pertes de repères importantes. Et puis, du coup, après, qu'est-ce qui s'est produit? Quand ma maman est décédée, j'étais en fait à l'époque investi dans une deuxième communauté qui découlait un petit peu de cette première. Et ce qui a été intéressant, c'est... Bon, d'abord, j'ai eu beaucoup de rébellions par rapport à la religion, parce que je trouvais que la manière dont elle était pratiquée, c'était complètement en contresens par rapport à ce que j'imaginais de Dieu. Je me disais, s'il y a un Dieu, il est là pour nous faire grandir et nous ouvrir à la liberté, pas nous imposer des trucs... voilà, bon, enfin bref. Donc, du coup, ça m'a amené quand même à réfléchir à plein de choses, sur le plan à la fois personnel et puis aussi spirituel. Et... Voilà, je pense que ces opposés-là m'ont fait grandir à terme, puisque très jeune, j'ai dû prendre ma vie en main. J'avais 16 ans quand je prenais mon premier appartement avec mon frère jumeau. Et du coup, voilà, la vie m'a... Si c'était à recommencer, je pense que je choisirais le même parcours. Oui, alors, je ne sais pas si je l'ai décidé un jour avant d'arriver, mais je pense que chaque étape, même si elles ont été difficiles, elles ont été... Enfin, aujourd'hui, quand je reviens en arrière et que je reprends le scénario, je me dis quelle chance. Est-ce que tu peux dire que tu as tout aujourd'hui, Paul? Je ne sais pas si j'ai tout, parce que je n'ai même pas envie d'avoir tout. Ah, ce qui m'intéresse, moi, c'est de progresser, en fait. Ouais. Je pense que le plaisir que nous avons, on l'a dans la satisfaction d'une nouvelle ambition, en fait. Sachant qu'il y a le monde des avoirs, hein, c'est-à-dire progresser, faire de mieux en mieux des choses qui vont nous permettre de nous rapporter, pas seulement sur le plan matériel, mais d'une manière plus large dans la vie. Et puis, il y a surtout après ce qu'on vit. Et si aujourd'hui j'ai un niveau de confort évidemment plus élevé, je suis pas sûr que j'ai toute ma vie eu des stimulations très fortes par la diversité des gens que j'ai rencontrés, tout ça. Et aujourd'hui, je pense que ma qualité de vie, elle se mesure davantage à la dimension émotionnelle, c'est-à-dire à la qualité des relations que je vais établir, des situations que je vais rencontrer. Voilà, donc, je sais pas si j'ai tout. J'aime cette idée d'être dans un monde qui m'appartient complètement, et en même temps qui ne m'appartient pas du tout, d'arriver dans un aéroport et puis de remercier tout le monde simplement parce qu'ils sont levés, une fois que j'arrive, voir tous ces avions qui sont juste là au fond pour moi, d'entrer dans le métro et me dire waouh, quand je vois toute cette organisation qui est juste là pour m'attendre, et la seule chose que j'ai à prendre, c'est un ticket de métro, ou quand je prends un taxi, je me rends compte qu'il y a toute cette abondance. C'est une façon de dire à la fois j'ai tout, et en même temps m'en détacher et ressentir... finalement une profonde gratitude en fait pour cette abondance. Toi, j'ai l'impression que tu prends les choses dans leur ensemble. Est-ce que tu priorises certaines choses? Est-ce que la vie pro, par exemple, a beaucoup de... Alors, oui, sachant que je ne sais pas trop où s'arrête ma vie professionnelle. Parce que aujourd'hui, c'est moi, j'ai fait des choix de vie qui me font vibrer. C'est-à-dire que j'aurai tout l'argent du monde et tout ça, je ferai exactement la même chose. Donc, c'est plus du tout une affaire d'argent. Je ne sais même pas combien je gagne d'ailleurs, enfin, s'il y a peu de choses près, quoi, mais sinon ça me préoccupe pas beaucoup. Ça va, en tout cas, ça te va. Voilà. Après, ce qui est très fort pour moi, c'est au-delà de l'enseignement et du plaisir de transmettre des choses comme ça qui font grandir, c'est la qualité des échanges que je peux avoir avec les personnes, notamment
parce qu'on les suit sur des parcours parfois importants, dans des transitions de vie, et ça crée des liens qui sont très forts. Après, ce qui me porte aussi beaucoup, c'est de me sentir inspiré par d'autres personnes qui ont des messages importants, qui ont grandi, qui ont j'allais dire, pris de l'avance sur les axes qui m'intéressent. J'adore me sentir bête autour d'une table et puis d'apprendre. Et voilà, c'est ça pour moi le cadeau de la vie. C'est d'abord la qualité des relations. Je pense que quand je regarde mon planning, je me dis toujours à quel niveau de stimulation je vais être en fonction de ce que j'ai à y faire. Et voilà, l'idée étant que chaque journée où j'en ai vraiment profité, en fait, je me dis, ça c'est super. Avant, je travaillais beaucoup pour l'avenir. Maintenant, j'ai appris à profiter peut-être beaucoup plus du voyage. Et du coup, à la fois d'être dans un sentiment de gratitude à l'égard de l'abondance qui m'entoure. Donc oui, j'ai tout. Je pense que j'ai tout. Et en tout cas, j'ai un choix, il me semble, beaucoup plus immense qu'avant sur les situations qui m'arrivent. Parce que j'ai fait le choix de prendre la responsabilité d'en tirer à chaque fois le meilleur parti. Alors, tout ça, c'est une affaire d'équilibre. Hein. Il y a des jours, il y a des choses qui vont bien, des jours qui vont moins bien. Je pense que je me sens aussi à la fois porté par ce qui est plaisant, ce qui est satisfaisant, et en même temps, j'aime de plus en plus les situations compliquées ou difficiles, non pas pour la contrainte qu'elles génèrent, mais parce qu'elles vont me chercher sur ce que je peux faire grandir, en fait. Et ça, c'est un état d'esprit qui me nourrit énormément, en fait. Extra. La semaine dernière, j'ai eu la chance d'interviewer ma fille, figure-toi. Donc à ta place, il y avait ma petite fille de 17 ans, qui n'est plus donc toute petite. Et puis en discutant, en préparant l'émission toutes les deux, j'ai eu cette réflexion qui m'est venue, c'est de me dire que quand on est enfant, on passe son temps à apprendre à devenir. C'est vraiment l'obsession de l'enfant. On va à l'école pour plus tard, on apprend à se tenir pour plus tard, on est en permanence conditionné à plus tard. Et je me suis aperçue que quand on est ce plus tard, eh bien on continue de faire la même chose. C'est-à-dire qu'on sera enfin heureux quand on sera riche. Absolument. On sera enfin heureux quand on fera une taille 36 pour certaines, quand on sera amoureuse, quand on aura... Et j'ai l'impression que c'est le chantier du moment que de pouvoir se ramener au centre de soi, à tout de suite maintenant, et qu'est-ce que j'ai obtenu plutôt que qu'est-ce qui me reste à conquérir. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi? Absolument, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience du fait que l'avenir est à la fois comme une cible qui nous permet de nous ajuster, si on sait ce qu'on a envie et ce vers quoi on veut tendre, mais que le plaisir que nous prenons à vivre, on ne le prend que dans l'instant présent. Alors on peut être stimulé à tendre, pour moi ça fait partie de ma vie, d'être stimulé à avancer vers des projets qui m'animent, mais c'est le fait d'avancer vers ces projets qui est stimulant en fait. Voilà, donc l'avenir pour moi il est porteur. Moi j'ai des rêves, d'abord des rêves que je ne sais pas si je les réaliserai un toujours. Je pense même qu'il y a des rêves qui ne sont pas faits pour être réalisés, mais simplement parce qu'ils nous transportent. Je rêve par exemple un jour moi de faire un séminaire dans l'espace. Ça m'a toujours animé depuis toujours. Pourquoi pas? Et j'espère d'ailleurs avec les... Bon, si je le fais c'est super, si je le fais pas c'est pas grave, mais ça me porte cette idée d'un jour pouvoir profiter. Je compte sur les évolutions technologiques là-dessus, mais voilà, bon c'est pas très important comme rêve, mais ce que je crois c'est que c'est l'émotion qui va provoquer maintenant, c'est aussi le sens qu'il peut donner à ce que je fais, ce que je vis maintenant. Voilà, donc c'est à ça que ça sert l'avenir. Voilà, en même temps, c'est une affaire aussi de conscience. On peut avoir une conscience de l'instant présent, bien sûr, mais dans l'instant présent, moi qui travaille beaucoup sur les notions de représentation, notamment mentale, émotionnelle ou comportementale, enfin tout ce qui touche à notre rapport au monde, à la fois dans le temps et dans l'espace, il y a évidemment l'instant présent, et on n'en vivra que dans l'instant présent. On sera condamné à vivre tout le temps que dans l'instant présent. Mais la richesse de l'instant présent, c'est qu'il est aussi fait d'un avenir auquel je peux penser et d'un passé à partir duquel je peux aussi évoluer. C'est-à-dire que mon passé, je ne le changerai pas, mais par contre, ce qui peut évoluer, c'est ma relation avec lui. Et c'est la même chose avec l'avenir. Et je pense que nous sommes amenés à grandir, en tout cas c'est mon aspiration, à grandir dans la qualité de ce que nous vivons et en rapport, bien sûr, parce que cette qualité de ce que nous vivons, on la vit évidemment en grande partie en rapport avec la qualité de l'environnement. On est heureux, je pense, en tout cas moi je me sens heureux parce que je me sens bien avec mes plantes, je me sens bien avec l'environnement, je me sens bien avec toi aujourd'hui, je me sens bien avec ce qui va se passer demain. Et puis là, tout à l'heure, je suis arrivé sur Paris, on me téléphone parce que la police a pris mon véhicule que j'avais soi-disant mis sur une place et puis l'a emmené à la Fourrière. Donc ce soir, il faut que je rentre, j'arrive à 21h, c'est compliqué parce que demain je monte à Pralognan, démarrer. Enfin, c'était vraiment pas le moment de me retirer cette voiture.
Voilà. Mais face à ça, je me dis, bon, ok, comment on va réagir, tac, 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 et puis on rebondit. Et c'est ça que j'aime dans cette vie, c'est le plaisir que je peux prendre de plus en plus à être conscient, en fait, de ce que je décide d'éprouver, quelles que soient les situations qui se présentent. Et ça, c'est de l'abondance. Ça, c'est de l'abondance. C'est à travers ça que j'accède finalement à tout, je pense. C'est beau, dis donc. Et bon, pour le coup, tu donnes des séminaires à Pralou. Pralognan. Ça s'appelle Pralognan-Lavanoise. Alors nous, on appelle ça Pralot, mais c'est Pralognan-Lavanoise. C'est une très très belle commune. Ça se rapproche un peu de l'espace, non? C'est quand même très très haut, tout ça. C'est un peu dans... C'est vrai, la salle de formation est à 2500 mètres, je crois, ou 2400 mètres. Bah, tu vois, par rapport à nous, à Paris, je pense que tu es clairement dans l'espace, là. Surtout qu'on monte parfois jusqu'à 2500 mètres s'il y a des petits sentiers ou un téléphérique qui nous monte là-haut. Donc c'est vrai que quand on travaille sur nos visions de vie, nos valeurs, enfin toutes sortes d'échanges qu'on peut avoir, c'est vrai que la nature est très magnifique. Et c'est un cadeau de pouvoir faire des séminaires là-haut. Vraiment un cadeau. Moi, je me dis aussi que parfois, c'est formidable de pouvoir aussi adapter ses rêves à ce qui est possible. Absolument. C'est-à-dire que moi, je voulais être avocate quand j'étais petite. Alors, tu vas dire oui, moi, tu voulais être pilote. Ah, tu vois, voilà. Alors, mon ambition n'était même pas de défendre la veuve et l'orphelin. Pour être honnête avec toi, c'était pas la générosité absolue. Ce que j'aimais, c'était l'art oratoire. J'aimais pouvoir convaincre, j'aimais pouvoir retourner une salle. Ouais, vraiment, c'était de l'engagement dans la parole qui me fascinait. Donc, comme j'étais nulle à l'école, c'était pas possible d'être avocate. Et par chance, c'était possible d'être comédienne, par exemple. C'est une autre façon de retourner une salle. Tout à fait. Et de convaincre et d'avoir un engagement. Et ensuite d'être coach. Donc, c'est pareil. Pour moi, c'est vraiment des métiers qui sont très similaires parce que c'est le pouvoir magique du mot, quoi, hein, de l'envoi du mot. Parce que la forme et juste le mot n'est pas suffisant. Il faut aussi tout. L'énergie qui va avec. Exactement, l'énergie qui va avec. Et je pense que je crois que c'est aussi une façon d'être heureux, de se poser la question de quels étaient nos rêves, quels sont nos rêves et comment je peux l'adapter à ce qui va me sembler faisable et faisable aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on peut aussi se connecter à des rêves de quand je serai plus tard. Mais aujourd'hui, regardons aussi ce qui est là maintenant. Absolument. C'est-à-dire que moi, ce que je te trouve d'important, c'est de construire à partir de ce que nous avons et ce que nous sommes aujourd'hui. Alors bien sûr qu'on peut avoir vraiment des grandes ambitions, c'est super, il ne faut jamais éteindre un rêve. Mais la chose pour moi la plus importante, c'est de faire les prochains pas et de considérer que ce prochain pas a autant de valeur en fait que la finalité qu'on poursuit. Et pour accompagner énormément de personnes chaque année, depuis maintenant une trentaine d'années, je me rends compte en fait que c'est un facteur extrêmement puissant pour tendre vers le succès en fait. C'est chouette d'avoir des rêves, ils sont là pour nous donner un cap. Mais le plus important, c'est le sens qu'on va donner à ce que nous faisons, notamment dans les prochains pas, et de donner peut-être autant d'importance justement à ces prochains pas. Et c'est là que, du coup, on va adapter aussi sa vie en fonction de ce que l'on est, de sa sensibilité, en fonction de son handicap parfois, en fonction de son parcours. Et ce que je trouve de génial, c'est que le bonheur se construit. Il se construit dans une relation qu'on a avec un environnement. Et pour avoir été dans pas mal d'endroits dans ce monde, y compris des endroits qui présentent comme un environnement très inconfortable, on a tout autant des gens très heureux. Donc on peut être heureux dans un château, on peut être heureux dans un petit appartement. La vraie question, c'est quelle relation en fait je suis en train de construire. Et ça n'empêche pas de construire pour évoluer, d'avoir des grands rêves. Mais je pense que mettre de la qualité à la fois dans ce qu'on fait, mais surtout dans ce qu'on vit, dans les petites choses comme dans les grandes, pour moi, c'est ça le succès. Wow. Et c'est peut-être là qu'on accède au tout, en fait. Absolument. Absolument. Alors, on a une passion commune tous les deux, c'est l'énéagramme. Absolument. J'adore ça, j'adore ce truc. Alors, je ne suis pas du tout aussi experte que toi. Simplement, quand j'ai découvert cet outil incroyable, ça m'a appris à comment je pourrais te dire ça ? À utiliser qui je suis plutôt qu'à être utilisé par ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Voilà, en découvrant mon énéatype, c'est-à-dire le 2, l'altruiste. Bon, ça paraît gentil comme ça, mais quand tu lis bien, tu te dis, bon, j'avais du travail. Quand je l'ai découvert, j'ai eu de la chance, j'avais 23 ans, donc j'avais pas trop de choses à me débarrasser encore à ce moment-là. Mais
ça a vraiment du coup fait partie de mon parcours, l'énéagramme. Et puis en même temps, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle Quand la conscience s'éveille d'Anthony Di Mello. Absolument. En parallèle. Très, très bon livre. Heureusement que j'avais ce truc, parce que quand j'ai lu le 2, j'étais là, oh merde, c'est moi, c'est dégueulasse, mon Dieu. J'étais vraiment la caricature du 2 dans l'enfer, tu vois, dans ce qui était insupportable. Mais en lisant le 2, en découvrant, en allant plus loin, en découvrant qu'il y avait des ailes, que donc le 1, le perfectionniste, le 3, le battant, le chef, l'artiste, je me suis approprié tout ça. Puisque moi, je suis la petite dernière de 4. Donc, tu sais, quand tu es dans des familles nombreuses, là aussi, c'est une forme de communauté avec des gens que tu n'as pas choisis là. Exactement. Et on était quand même très nombreux. Tout à fait. Grosse famille. Et j'ai pris un peu, tu sais, pour l'harmonie générale, tu prends ce qui reste. Hein. S'il y en a une qui travaille bien, s'il y en a un qui est organisé, s'il y en a un qui est sportif, pour que tout le monde puisse s'épanouir dans son identité, tu vas chercher ce qu'il n'y a pas. Donc, j'étais l'artiste, bohème, maladroite, tout ce que tu veux. Bordélique, et c'était mon identité. Et du coup, de découvrir l'énéagramme, ça m'a permis de prendre réellement mon identité et d'utiliser mon côté perfectionniste que j'avais. Parce que quand je me disais, mais oui, effectivement, j'ai quand même fait ça. Et j'ai pu poser les yeux sur les endroits où j'étais battante, sur les endroits où j'étais perfectionniste, et j'ai pu vraiment utiliser ces strates-là pour aller plus loin et m'en servir, en fait. Absolument. Dis-moi, toi, ce que tu penses de l'énéagramme. Ah bah écoute, je te rejoins complètement. C'est-à-dire que la force de l'énéagramme, enfin, il y a plusieurs strates, encore une fois, plusieurs niveaux d'intégration. Mais le premier, déjà, c'est de redonner une cartographie qui va nous donner du sens à certains comportements. On dit parfois, oui, mais est-ce qu'on n'entraîne pas d'enfermer des gens dans des boîtes? Non, je pense que l'énéagramme permet justement de sortir de sa boîte, mais de repérer comment, en fait, cette mécanique neurophysiologique répond à des lois qui sont identifiables sur un plan mathématique, en fait. Puisqu'on retrouve dans l'énéagramme en fait une cartographie qui, bien au-delà de la dimension psycho-spirituelle, enfin c'est pour ça qu'on parle d'approche psycho-spirituelle, bien au-delà de la notion du psychisme, offre une cartographie qui répond à des lois qui sont extrêmement précises et qui régissent en fait l'ensemble du monde. Si aujourd'hui on s'est posé quelqu'un sur la Lune, c'est parce qu'on a compris les lois. Et ce que je trouve intéressant, c'est effectivement dans la découverte, et tu le mentionnes très bien, c'est-à-dire tout d'un coup, waouh, alors au début on peut se prendre une petite claque entre guillemets, parce qu'on se dit, ah, mais est-ce que c'est pas mon défaut? Mais la réalité, c'est que plus on va dans sa zone d'ombre, en fait, plus on découvre en fait cette dynamique, en fait, la base, hein, qui est la peur de base, la compulsion, et qu'on découvre comment, dans notre insécurité, on a tendance inconsciemment, en fait, à mettre en place des systèmes de défense. Et bien, du coup, on peut repérer ce processus, commencer par l'aimer, parce que je pense qu'il faut d'abord commencer par l'aimer, ses limites, les reconnaître, les aimer, pour ensuite les transformer. Et au-delà de ça, c'est aussi s'ouvrir à la différence de l'autre. Et je trouve que c'est un bel outil de compassion, finalement, quand on comprend effectivement comment un 2 va se fonctionner, comment un 1 va partir un peu dans son besoin à tout prix d'être parfait, un 2 qui a besoin d'aider les autres pour se sentir exister, un 3 qui a besoin de réussir. Moi, j'étais plutôt de couleur 3, en dominante 3, avec une bonne aile en 2, ce qui a fait mon côté un peu sauveteur. Et ça a été extrêmement libérant de comprendre pourquoi je m'évaluais tant, en fait, à travers mes succès, comment je me comparais en permanence avec les autres, comment j'étais dans cette compétition, en fait, filtrant énormément les reconnaissances que je recevais, étant beaucoup plus axé justement sur une reconnaissance basée sur mes succès, pas sur ce que j'étais, en fait. Et l'énéagramme a fait partie des outils qui m'ont éclairé. Et je trouve que c'est vraiment un outil magnifique. Ouais. Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour utiliser l'énéagramme et se sentir mieux? Alors, la première chose, c'est de se former un petit peu, si on a envie de se former, sachant qu'il y a une intégration qui va se faire au départ sur un plan plus intellectuel. Après, grâce à des séminaires, parce que c'est dans les séminaires que cette dimension va plutôt se manifester, c'est s'ouvrir à la dimension plus émotionnelle, et puis la dimension comportementale. Ce sont les 3 grands aspects, en fait, qui vont s'enrichir dans la découverte de l'énéagramme, à la fois dans son propre profil de base, mais aussi dans l'intégration de tous les profils, parce que plus j'avance, plus j'ai aussi la conviction qu'on a toutes ces dimensions en nous, et qu'on peut apprendre à les valoriser. Par exemple, tu parles d'une dimension 2, c'est-à-dire qu'en face, on a le 7, par exemple, pour prendre une voie d'harmonisation qui est moins courante, parce qu'en général, on parle des voies d'intégration, désintégration, les ailes. Là, je vais te parler d'un autre axe qui est moins courant, mais que j'appelle les voies d'harmonisation. 7 et 2 font 9. Quand tu es prise dans ta dynamique de 2 à un niveau moyen, c'est-à-dire dans ce besoin d'être au service des autres, de dire oui, de soutenir les autres pour te sentir exister, parce que c'est grâce à ça que tu vas être reconnu, et que tu entres dans ta
la dynamique 7, qui est au contraire de profiter, de t'occuper de tes propres besoins. Voilà. Et je trouve que ça offre des pistes extrêmement intéressantes. C'est vraiment comme une cartographie, en fait, une carte Michelin qui nous indique par quelle voie aller. Et donc, pour l'appliquer, faut le découvrir. Le mieux, c'est de le vivre, plus que de le découvrir dans sa tête, mais c'est déjà une bonne chose de le découvrir. Et puis après, je pense que la partie, moi, qui a été la plus riche, c'est, bien sûr, à l'égard des autres, c'est important, mais je pense que la partie la plus riche, c'est de comprendre qui on est. Comprendre qui on est, accéder à plus de conscience et de sensibilité, à la manière dont on interagit avec le monde, et de voir comment on peut enrichir, en fait, cette interaction. Ça, pour moi, c'est vraiment un axe très riche, en fait. Je pense que c'est la partie la plus riche, en tout cas, pour l'expérience que j'ai de l'énéagramme. Bah justement, on parlait tout à l'heure de rester au centre. Je pense que c'est vraiment... On peut être au centre de l'énéagramme, d'ailleurs, et rayonner sur l'ensemble des polarités. Bien sûr. Même si c'est vrai, on aura une coloration particulière. Chacun de nous a une coloration. Mais le fait de connaître cet ensemble, pour moi, c'est sans limite de richesse, en fait. Voilà, ça permet de savoir si on est aussi dans la bonne direction, si on est en soi ou si on est vraiment pile poil dans nos névroses. Je vais mettre des guillemets. Pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaisseraient pas trop, dans un niveau de développement, quel que soit le profil, on va trouver 9 niveaux de développement. Alors pour faire simple, il y en a qu'on va regrouper en 3. Le niveau sain. En gros, je suis dans une relation à l'environnement qui est complètement apaisé, dans lequel je ne suis plus dans des enjeux de comparaison, mais au contraire en harmonie, y compris si cet environnement n'est pas OK. C'est-à-dire je co-construis avec, en fait. Donc j'en ai plus peur, j'ai plus besoin de le fuir ou de l'attaquer. Au niveau moyen, je vais développer des comportements. Alors de type 1, je vais chercher à être parfait pour me sentir aimé. Je vais chercher à aider les autres pour un 2. Je vais chercher à réussir aux yeux des autres pour un 3. Je vais chercher à être différente pour un 4. Je vais chercher à comprendre et à maîtriser les choses pour un 5. Je vais avoir besoin d'adhérer à un groupe, de faire partie d'un groupe pour un 6. Je vais avoir besoin d'être dans le profit, parfois un peu excessif, pour un 7. Je vais avoir besoin de tout contrôler pour un 8, et dans ce besoin de contrôler l'environnement, d'être très attaché à la justice. Et puis, pour un 9, de faire en sorte que tout soit toujours en harmonie, etc. Donc ça, c'est le niveau moyen. Et puis après, si on descend, eh bien, porté en fait par la peur, par l'insécurité, du coup, je vais surjouer en quelque sorte, avoir une compulsion qui va me pousser très fort. Alors pour un 1, être en permanence, comme je me juge évidemment très mal intérieurement, du coup, je suis dans une espèce d'excès incroyable de recherche de perfection. Même chose pour le 2. Et c'est comme ça que le niveau malsain en fait, se définit par le fait que je vais tomber en dépendance et en autodestruction. Voilà, donc ce que je trouve intéressant, c'est de repérer en fait que quand je descends parce que je suis enfermé dans cette peur, en fait, et conditionné, sans même m'en rendre compte, par une structure de croyance qui fait que, pour être aimé de l'autre, voilà comment je dois vivre. Et donc, je suis tout sauf libre. Quand je remonte vers le haut, et au contraire, j'accède à cette véritable considération de moi-même, accueil de moi-même, sensibilité, et puis dans ce droit d'être différent, d'être et être aimé, non plus à travers ce que je fais, mais à travers ce que je suis, en fait. C'est ça qui est extrêmement libérant avec l'énéagramme. Bon, il y a des tas d'approches comme ça qui sont très intéressantes, mais je trouve que l'énéagramme a cette dimension à la fois symbolique, il y a aussi cette dimension très spirituelle, parce qu'on est à la fois dans l'identité profonde, mais aussi dans son rapport à l'environnement ou aux autres, dans une dimension qui n'a pas de fin, finalement. C'est ça qui est très riche. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que c'est quelque chose qui s'identifie autour de la vingtaine? Parce que, par exemple, quand on a des enfants, on s'aperçoit très tôt qu'ils sont très différents. Absolument. Il y a des enfants très joyeux, très expansifs, d'autres très renfermés, etc. Est-ce que c'est possible déjà enfant de penser à un énéatype pour son enfant, pour essayer de l'aider dans sa scolarité et de pouvoir apporter son besoin aussi pour celui qui... Alors, c'est une très bonne question, ça. À partir de quand on peut définir un énéatype? Assez tôt, pour ceux qui ont un petit peu de métier. Il y a des parents que je connais, des enfants que je connais très, très jeunes, à travers leur sensibilité ou par comparaison à d'autres, on sent des choses qui sont évidemment déjà là. Alors la question, du coup, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on arrive comme une page blanche ou est-ce qu'on est déjà prédéfini?
Moi, je pense qu'on arrive avec c'est un peu comme un arbre, quoi, en quelque sorte, avec une certaine essence, et qu'en fonction de l'environnement dans lequel on pousse, eh bien, on va développer à travers cette interaction au monde son propre, voilà, des mécanismes en fait qui vont venir se consolider. Mais je pense qu'on arrive avec une certaine essence, et ensuite ce développement va se faire. Moi, j'ai un frère jumeau, par exemple. On est né au même endroit, au même moment, on a en gros les mêmes messages, et pourtant on n'a pas les mêmes profils, les mêmes sensibilités. Même si quand on nous voit, on nous compare très vite, mais très vite les gens vont sentir une différence. Et pour quelqu'un qui connaît l'énagramme, il va aussi très vite sentir qu'on est sur des identités différentes. Donc je crois qu'on arrive avec une essence, et en fonction de l'environnement, des modèles que nous avons, on va développer différentes couches qui vont apparaître à travers le faisceau de l'énagramme, en quelque sorte. Donc un enfant de 14 ans, par exemple, qui a une problématique. Voilà, c'est déjà... On va tout de suite sentir quelqu'un qui est un peu formé, même à 6, 7, 8, même peut-être avant, déjà 3, 4 ans, on va sentir un petit peu... Vianney, c'est très fort. Moi, j'ai un petit neveu, voilà. Pablo, de 12 ans, et voilà, c'est un bon petit 6, il est loyal, il aime être au club de foot, faire partie du club de foot. La justice est primordiale pour lui, il faut que ce soit toujours juste. Et ça, depuis très très longtemps. Donc on se dit tout de suite, tiens, il y a quand même une base de 6. C'est là où la connaissance de l'énagramme est très intéressante, parce que du coup, on va pouvoir interagir avec lui en prenant davantage en compte justement cette sensibilité, et du coup d'éviter qu'il s'enferme en fait dans cette insécurité qui pourrait développer un comportement excessif. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. Alors, moi je pense qu'il y a des basiques en matière de communication qui sont toujours les mêmes, mais pour tout le monde. L'écoute, la considération, la reconnaissance, pour moi c'est essentiel. Et puis après, on peut mieux comprendre effectivement, parce qu'on a cet outil, on peut mieux comprendre des modalités de communication qui sont propres à chaque profil, notamment pour les aider à sortir en quelque sorte de leur situation. Écoute, Paul, moi je vais profiter de cette émission pour te remercier pour ta générosité, parce que sur YouTube, sur Facebook, tu fais des lives pendant tes cours, tu donnes énormément. C'est-à-dire que voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'énéagramme, déjà commencez à avoir des pistes, vous pouvez aller chercher Paul Pironet sur YouTube, vous pouvez aller le voir sur Facebook, et tu allumes pendant tes cours la caméra, on peut suivre, on peut tout écouter, on peut apprendre un nombre de choses incroyables gratuitement, tu demandes rien, tu es extrêmement prolixe, c'est extrêmement généreux, donc merci pour ça. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Enfin, c'est pas tous les jours, hein. Dieu sait qu'on est sur Facebook, qu'on allume et qu'on voit. Et les lives, c'est des petits coucous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous dire, c'est pas forcément pour donner autant de pistes et d'infos. C'est extraordinaire. Ben écoute, tant mieux, c'est fait pour ça, donc voilà. effectivement, profitez-en. Donc n'hésitez pas à aller suivre Paul Pironet de partout, parce qu'il est partout. Il a un compte Instagram, il a un compte Facebook, il a une page YouTube, il a un site internet, donc www.paulpironetinstitut.com. Des stages d'été tout l'été, on peut le voir en séminaire, on peut le voir partout, parler de PNL, parler d'énéagramme de façon généreuse, intense, humaine. Voilà, je pense qu'on a fait un petit... Écoute, merci pour ce... Mais c'est vrai que ce sont des approches qui me passionnent. Au-delà de ça, moi, ce qui me passionne le plus, c'est l'être humain. Mais j'ai bien compris ça. Voilà, j'aime cette idée d'être un peu un allumeur de réverbère. Je pense qu'on a besoin d'apprendre à briller de l'intérieur. Absolument. Avoir moins besoin de briller de l'extérieur, en fait. Merci. Merci pour ce message. Merci pour tout ce que tu fais. J'ai passé une émission merveilleuse. Eh bien, partagez. Moi aussi. Je me suis régalée. Je me régale toujours avec toi. Je suis fondu dans tes yeux. Mais absolument. Répondant à tes questions, c'est super. Bon, merci infiniment, Paul. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette nouvelle émission On veut tout, que vous retrouvez tous les lundis à 20h. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et merci à tous. Merci à tous, au plaisir. Bisous, bisous. On veut tout, une émission présentée par Mathilde Vaccaro, coach et portraitiste thérapeutique.